Chers téléspectateurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous pour cette nouvelle édition. À la une de l'actualité, 3 ambassadeurs ont présenté leur lettre de créance au président de la République ce jour au Palais d'État d'Yaoundé. Il s'agit des ambassadeurs du Canada, du Nigeria et de la Tanzanie. Ces ambassadeurs ont chacun réitéré leur engagement pour Madagascar à travers diverses coopérations diplomatiques mais aussi économiques, comme l'appel à l'endroit des investisseurs de leur pays à venir investir à Madagascar. Les détails avec Nadera Koutoumaf et Andra Zendjebe. C'est l'ambassadeur du Canada, Christopher Cooter, qui a été le premier à présenter ses lettres de créance au président de la République de Madagascar aujourd'hui au Palais d'État d'Yaoundé. Il a été évoqué durant le bref entretien entre les deux parties que le Canada renforcera sa coopération avec Madagascar, notamment dans le domaine de l'éducation. Le nombre des étudiants malagasy au Canada en est la preuve, selon l'ambassadeur. Le Canada envisage aussi d'étendre sa coopération avec Madagascar en appelant des investisseurs de son pays à s'installer ici. Je pense que, comme je viens de parler, discuter avec M. le Président, il y a beaucoup de bases pour notre coopération. Nous avons discuté l'importance de l'éducation et nous avons beaucoup d'étudiants maintenant de Madagascar au Canada, mais aussi l'importance d'être ici présente pour aider l'éducation dans votre pays. Nous avons discuté aussi, parce que c'est une année importante pour le combat contre le climat, changement de climat. On a discuté des conférences qui se déroulent bientôt, COP27. Et aussi au Canada, nous avons la conférence mondiale sur la biodiversité, un aspect très important pour votre pays. Et je sais que le changement climatique menace votre biodiversité. Donc, nous avons encore une fois un partenariat dans ces aspects de l'environnement. Nous avons discuté l'importance de l'égalité des sexes. Pour le Canada, ça c'est une priorité fondamentale. Et l'investissement des compagnies canadiennes, des sociétés canadiennes ici, au Madagascar, pour générer des emplois pour vous et de faire du commerce un peu plus important pour le Canada. Outre le Canada, le Nigeria est également prêt à investir à Madagascar, étant donné que c'est un pays qui regorge de ressources comme le pétrole ou encore le gaz. Les deux pays travaillent étroitement au sein de l'Union africaine et l'ambassadeur du Nigeria affirme que son pays pourra appuyer Madagascar à tirer plus d'avantages au sein de cette institution africaine. I can tell you as of today, at the AU level, Nigeria had supported Madagascar. Donc le Nigeria a appuyé Madagascar depuis plusieurs années sur différents domaines, notamment au niveau de l'Union africaine. Le Nigeria a toujours appuyé Madagascar dans ses aspirations donc, par rapport au positionnement donc, de Madagascar. Le Nigeria a toujours été auprès de Madagascar, il a toujours appuyé, et même au-delà. Donc il a été discuté. Donc en fait le Nigeria a beaucoup d'expérience dans le domaine du pétrole et du gaz, et donc on va vraiment essayer donc, de renforcer, convaincre donc les investisseurs du Nigeria à venir investir à Madagascar dans ce domaine-là. Nigerian professionals and experts in oil and gas to come and invest in the Madagascar oil and gas. Le nouvel ambassadeur de la Tanzanie a clôturé la présentation des lettres de créance aujourd'hui au président malgache. La coopération au niveau de la SADC, le domaine de l'économie, surtout de l'exploitation des ressources, entre autres, ont été au cœur de la discussion entre les deux parties. Cooperation between Madagascar and Tanzania is being done under the auspices of SADC. La coopération donc, de Madagascar et de la Tanzanie donc, existe déjà dans le cadre de la SADC, étant donné que nous sommes tous les deux membres de la SADC. Donc nous avons plusieurs objectifs de coopération, et cette opportunité que j'ai eue donc, pour présenter mes lettres de créance va effectivement permettre de renforcer les coopérations existantes dans le cadre de la SADC, mais aussi d'explorer plusieurs autres domaines de coopération donc, entre les deux pays, notamment dans le domaine
domaine économique, dans le domaine commercial, industriel, le tourisme, l'énergie, le domaine minier également, comme nous savons que Madagascar a plusieurs ressources minérales telles que la Tanzanie. Donc on peut partager donc, des connaissances et de l'expertise donc, pour renforcer donc, ces domaines-là entre les deux pays. Various areas which we can cooperate. À noter que le mandat de ces ambassadeurs dure entre 3 à 4 ans en général. Toujours en ce qui concerne la diplomatie, le secteur minier est l'un de ceux au sein desquels l'Australie collabore avec Madagascar. 150 étudiants malgaches sont boursiers dans ce grand pays et 90% d'entre eux sont inscrits dans les filières relatives aux exploitations minières. L'amélioration de la coopération a été discutée lors de la visite officielle de Kiara Shaw, la chargée d'affaires de l'Australie résidant à l'île Maurice, au ministre des Mines et des Ressources stratégiques aujourd'hui à Panjinumpi. Plus d'explications. On va dire que nous avons des rapports qui sont très chaleureux et j'étais très impressionnée par les connaissances profondes du ministre qui comprend bien l'environnement business et puis les bases scientifiques dans ce secteur qui est tellement compliqué, et j'admire aussi sa volonté d'en tirer les bénéfices les plus meilleurs pour son pays, de ses richesses naturelles, et j'espère que l'Australie puisse être une partenaire importante dans cette tâche. J'espère qu'en renforçant la capacité de ces personnes, on va aider à Madagascar en tirer les bénéfices les plus riches de ces ressources naturelles, et je suis très impressionnée de rencontrer tous les alumni australiens ici qui travaillent dans ce domaine. Et aussi, on a parlé de la coopération potentielle dans le domaine de Digital Earth Africa, qui est une plateforme établie par l'Australie pour que les pays d'Afrique puissent voir le terrain à intervalles de temps différents pour voir comment a changé le usage de la terre. Donc nous espérons que ça va être très utile pour le ministère de Mines. Et on a parlé aussi d'autres formes de coopération qui peuvent être bénéficiaires pour nos deux pays. Et puis l'ambassadrice des États-Unis à Madagascar, Claire Pierangelo, a effectué ce jour une visite de courtoisie au ministre de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène à son bureau à Mbudzatuvambune. Le département américain, par le biais de l'USAID Madagascar, coopère depuis longtemps, et ce lien bilatéral, surtout dans le domaine de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène, s'est davantage raffermi à travers cette rencontre. Madagascar fait partie des premiers pays bénéficiaires des émanant des USA. Cette rencontre a également permis aux deux parties de discuter de la suite de la coopération pour les 5 années à venir. Il a été convenu que le secteur privé sera favorisé afin d'accélérer l'accès à l'eau potable pour tous. La situation dans le sud a été aussi évoquée. Le gouvernement américain mène déjà des actions sur place. Toutefois, la question relative à la recherche de solutions à court, à moyen et à long terme a été également étudiée lors de cette rencontre. Dans un tout autre sujet, dans le cadre de l'opération de délivrance de jugements supplétifs, dont l'objectif est de fournir une carte d'identité et une copie de l'acte de naissance à ceux qui n'en ont pas encore, l'État a pris la décision de faire appel à des imprimeries privées pour éditer ces imprimés, selon le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation. Cela n'inclut pas les fiches mères et les imprimés qui ont des valeurs fiduciaires, selon toujours les explications. Un reportage de Miarvulat Sferen et de Sechran Janassi. Seuls les documents pour la requête de jugement, la déclaration solennelle sur l'honneur, le certificat de résidence, l'attestation de recherche infructueuse et le certificat d'examen sémantique seront imprimés par les privés selon le ministère de l'Intérieur, tout qu'elle Justin ce jour. Ces documents, qui font partie des documents nécessaires à l'opération de jugement supplétif d'acte de naissance et de délivrance de carte d'identité nationale. Par contre, les fiches mères et les documents ayant des valeurs fiduciaires ne seront pas concernés. Cette décision a été prise en Conseil des ministres, étant donné l'urgence et du fait que l'imprimerie nationale n'arrive pas à satisfaire les besoins. Par conséquent, des mesures particulières seront prises dans le respect des dispositions du Code relatif au marché public de l'emploi afin d'accélérer le rythme dans le cadre de cette opération de délivrance de jugement supplétif qui sera clôturée fin décembre.
Et le Conseil des ministres d'hier a approuvé le projet de loi de finances pour l'année 2023. Ce projet de loi sera soumis pour examen et approbation devant les parlements avant le 30 octobre 2022 lors de cette session ordinaire, selon toujours les informations. Jean-Claude Andjamalal. L'élaboration de ce projet de loi de finances suit le cadre du plan de l'émergence Madagascar ou PEM et particulièrement le développement industriel, le tourisme, les énergies renouvelables et l'élevage. Les mesures fiscales et douanières seront mises en évidence et définies dans le budget 2023 de l'État pour encourager les entrepreneurs et les investisseurs dans ces secteurs tels que la suppression ou l'atténuation des taxes et impôts pour les créations d'entreprises dans le programme ODOF. La construction de grands hôtels à Madagascar et la mise en place des équipements nécessaires pour mettre en évidence le tourisme balnéaire, comme le bateau de croisière, catamaran, montgolfière, parc d'attractions, le traitement de l'éthanol pour l'énergie et l'introduction d'équipements à l'énergie solaire, l'exploitation agricole telle que l'achat de terres pour l'agriculture. Dans le volet social, des mesures fiscales particulières ont également été intégrées dans cette loi des finances. Ainsi, les écoles privées bénéficieront également d'allègements fiscaux, tandis que l'importation de médicaments ainsi que celle des matières premières pour la fabrication de médicaments seront exonérées de taxes. Les mesures de relance prises dans la précédente loi de finances sont toujours maintenues, selon le rapport du Conseil des ministres qui souligne que les deux chambres décideront en dernier sur ce projet de loi de finances. Et toujours dans ce contexte, Madagascar fera un grand plaidoyer pour le financement des pays pour le Fonds vert climat pendant la 27e conférence des parties de la Convention cadre des Nations Unies sur la lutte contre le changement climatique COP27 qui se déroulera du 31 octobre au 18 novembre 2022 à Sharm el-Sheikh en Égypte, toujours avec Jean-Claude Andjamalal. Notre pays participera à la 27e conférence des parties de la Convention cadre des Nations Unies sur la lutte contre le changement climatique ou COP27 qui se déroulera du 31 octobre au 18 novembre 2022 à Sharm el-Sheikh en Égypte, selon la décision prise lors du Conseil des ministres d'hier. Madagascar poursuivra sa requête lors de la COP26 de l'année dernière. Le président Andry Rajoelina a rappelé pendant la conférence des Nations Unies en New York aux États-Unis une requête portant sur le financement des pays au sein du Fonds vert climat. Par ailleurs, les pays participants de la COP26 ont fait preuve de reconnaissance envers le leadership plaidoyé par Madagascar. Le président de la République malgache sera ainsi ferme sur le suivi et l'exécution des coopérations que Madagascar a reçues jusqu'à présent. Dans les actualités sociales, 35 municipalités dans 4 districts de la région d'Amrôn-Mani ont des activités minières. Afin d'atteindre l'objectif de proximité, un bureau d'administration minière ou BAM y sera installé. Le ministre de tutelle a effectué la pose de première pierre de cette infrastructure mardi dernier à Nkourbe-Mboucht. Les travaux dureront 90 jours. Les détails. La région d'Amrôn-Mani regorge d'énormes ressources minières comme l'or et diverses pierres précieuses. 35 municipalités de cette région dans 4 districts tels que Fanjin, Mananjin, Mbatfinanjan et Mboucht ont des activités minières. Afin de faciliter le traitement des documents nécessaires dans le secteur minier, le Bureau régional de l'administration des ressources minières ou BAM sera installé à Mboucht. La pose de première pierre s'est tenue mardi dernier. Selon le ministre de tutelle, Rakoutumalala Erdjen Olivier, afin de réaliser la politique générale de l'État, il faut mettre en place des infrastructures et des ressources humaines à la base, mais également faciliter la prise en charge des documents nécessaires dans le secteur minier afin que les exploitants puissent travailler dans la légalité. Les travaux dureront 90 jours et la Direction régionale des mines et des ressources stratégiques, ainsi que différents services dépendants du ministère, seront installés au sein de ce BAM qui sera composé de 9 salles. Les travaux sont financés par le ministère. Rappelons que 7 BAM sont implantés à Madagascar à ce jour, notamment à Biloubé, Nousbé, Mananzar, Nyanjvaz, Voemar, Antsui. Cette nouvelle infrastructure à Mboucht sera le 8e.
Le refus du PEM ou le Programme pour l'émergence de Madagascar par les opposants est infondé selon le président de la plateforme IFI, Isiki Afikamban Amirakamni Anjrazoelen. Le PEM est la concrétisation des 13 engagements du président de la République selon toujours les explications. A noter que le PEM sera publiquement présenté demain au CCI IVAT. Le sénateur de Madagascar et aussi président de la plateforme IFI, Richard Amanambitan, déclare ce jour que Madagascar, comme tous les autres pays du monde, a fait face à la crise sanitaire en 2020 et 2021. Mais cela n'a jamais empêché le président de la République Anjrazoelen de mettre en œuvre ses 13 engagements dont les preuves sont visibles dans les 119 districts de Madagascar, précise-t-il. Ce sénateur a également souligné que le refus des opposants ne repose sur aucun fondement. Richard Amanambitan a précisé que le MAP n'a été présenté aux citoyens que vers la fin du second mandat de l'ancien président, de même pour le fils Anjatan 2030. Le président de l'IFI souligne que le président Anjrazoelen a commencé l'exécution de ces 13 engagements depuis l'année 2019 et poursuit cette action à travers le PEM. Ce sénateur de Madagascar incite les citoyens à ne pas tomber dans les manœuvres de diversion de l'opposition. Il fait également appel à la solidarité et à rester calme afin de mettre en marche les VELRAN ainsi que les programmes du gouvernement pour le développement de notre île. Le gouvernement malgache soutient les étudiants malgaches dans les recherches pour l'exploitation des énergies renouvelables, a déclaré aujourd'hui le secrétaire général du ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures. 85% de la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables, tel est l'objectif du gouvernement à l'horizon 2030. De nombreux projets sont en cours pour y parvenir. Le gouvernement est également prêt à aider les étudiants dans leurs recherches, ainsi qu'il a été expliqué lors de la récente célébration de Journée des énergies renouvelables qui s'est tenue à Ankatsu. Andoniana Martina, Sech Andianab. Le gouvernement malgache vise l'exploitation des énergies renouvelables pour fournir de l'électricité à la population. Alors que 60% de notre production d'électricité est actuellement produite par le pétrole, 85% de notre production d'électricité se fera à travers les énergies renouvelables à l'horizon 2030. Par rapport à l'électricité produite à partir du pétrole, le coût de l'électricité issue des énergies renouvelables est moins cher. Cela se reflète à travers l'exploitation de la centrale électrique d'Indekalek, a déclaré le secrétaire général du ministère de l'Énergie. Cela permettra également de sortir progressivement des délestages. De nombreux projets sont déjà en cours pour implanter des centrales électriques à partir d'énergies renouvelables à Madagascar, que ce soit dans les villes ou dans les zones rurales. Le gouvernement fait également la promotion des résultats de recherche des étudiants liés à cette extraction d'énergie renouvelable. Le ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures est le parrain de l'événement organisé par l'Association des étudiants de la filière énergie renouvelable lors de la célébration de la Journée des énergies renouvelables pendant 2 jours à Ankatsu qui a débuté aujourd'hui. Pour terminer les actualités locales, le secteur agricole est particulièrement sensible à l'irrégularité de la saison pluvieuse due au changement climatique. À cet égard, l'élaboration des calendriers de culture est la solution proposée par les techniciens œuvrant dans ce secteur. Les calendriers culturaux 2022-2023 ont été présentés ce jour auprès de la direction générale FOFIFA à Panjenumbi. Ces calendriers seront adaptés à chaque région. Le riz, l'arachide, le maïs, l'haricot et le sorgho sont les produits qui font partie des calendriers culturaux 2022-2023. Le sorgho a été ajouté comme 6e spéculation au calendrier. Ce produit peut s'adapter parfaitement aux conditions climatiques de la zone sud du pays. Aussi, la promotion et le développement du sorgho fait partie des stratégies déployées par le gouvernement malgache afin de lutter contre la malnutrition dans la région du Sud, dans le cadre de la réalisation du plan Émergence Sud. Le sorgho va constituer une source d'alimentation supplémentaire pour les ménages et contribue également à la lutte contre l'insécurité alimentaire. Le but de l'élaboration de ces calendriers est d'aider les agriculteurs pour avoir de bonnes récoltes face au changement climatique.
Ces calendriers culturaux sont accessibles partout dans le pays par les téléphones mobiles, même les plus simples via les 3 opérateurs. Ils offrent des conseils sur les variétés mieux adaptées à chaque chaîne de valeur et des bonnes pratiques dans le cadre d'une agriculture intelligente et adaptée au changement climatique. Le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage a déclaré ce jour que des calendriers culturaux seront élaborés chaque année afin d'aider les agriculteurs. Ils seront financés par le PRADA GIZ. À l'international, le Liban et Israël signent aujourd'hui un accord délimitant leurs frontières maritimes après des mois de négociations ardues par l'entremise des États-Unis. Le texte assure la répartition de précieux gisements gaziers offshore en Méditerranée orientale. Pour le Premier ministre israélien Yair Lapid, il s'agit d'une reconnaissance de l'existence d'Israël. France 24. Ce sont tout de même 2 pays en guerre qui signent un accord aujourd'hui. Alors bien évidemment, il ne s'agit pas de normalisation, il ne s'agit pas de paix, mais tout de même la portée politique de cet accord est majeure. Il faut tout de même avoir à l'esprit que la dernière fois qu'Israël et le Liban ont signé un texte commun, eh bien c'était l'armistice en 1949. Alors effectivement, il aura fallu plus d'une décennie de négociations pour que les 2 pays délimitent leur zone de contrôle respective dans ces eaux de la Méditerranée orientale. La médiation a été menée par les États-Unis, mais la France a également joué un rôle très important pour parvenir à cet accord. Pas dans la négociation stricto sensu, mais Paris a poussé les différents partis libanais à se mettre d'accord. Il a fallu appeler quasiment tous les jours, c'est ce que nous disait récemment une source française. Alors selon l'accord, il y a le champ de Karish qui revient à Israël et celui de Cana au Liban. Israël touchera toutefois un pourcentage sur ce qui est extrait du champ de Cana, car une partie de ce champ se situe du côté israélien de la frontière. C'est l'entreprise française Total Energy qui est responsable de l'exploitation et de la répartition de cette manne financière liée au champ de Cana, qui s'occupera de reverser à Israël une partie de ce qui sera extrait à l'avenir de ce champ de Cana. Les 2 parties sont gagnantes, note un diplomate qui explique que cet accord permet surtout une frontière beaucoup plus pacifiée entre Israël et le Liban. Le choléra qui frappe de nouveau Haïti avec 33 morts répertoriés le 19 octobre est en recrudescence dans le monde en raison notamment des conflits armés et des catastrophes climatiques. France 24. Un accès difficile à l'eau potable et un réseau des eaux usées défaillant, c'est le terreau idéal pour le choléra dont la bactérie se propage dans l'eau. En Syrie, où le conflit s'enlise et la pauvreté s'accentue, toutes les conditions de contamination sont réunies. Voici Hassan, mon fils. Il est malade et a eu des vomissements et des diarrhées sévères. Au Liban, le choléra avait disparu depuis 1993. Mais depuis un mois, la maladie refait surface, en particulier dans les camps de réfugiés où les conditions d'hygiène sont déplorables. Situation particulièrement préoccupante en Haïti. La semaine dernière, le nombre de cas a doublé, 2000 personnes contaminées. La moitié des cas sont des enfants de moins de 14 ans. Les guerres et les déplacements de population, mais aussi le dérèglement climatique favorisent l'épidémie de choléra. Sécheresse, inondations, tous ces phénomènes météorologiques rompent l'accès à l'eau potable, comme au Pakistan ou ici au Nigeria. Des épidémies de plus en plus fréquentes et de plus en plus meurtrières. Le meilleur rempart au choléra reste la vaccination. Mais face à l'explosion de la demande, les stocks de vaccins sont limités. L'OMS a tranché. Ce sera une dose unique contre 2 auparavant. La stratégie à dose unique s'est avérée efficace lors d'épidémies précédentes, bien que les données probantes sur la durée de l'immunité soient limitées. Toutefois, la situation est évidemment loin d'être idéale et le rationnement ne doit être qu'une solution temporaire. Dans les cas les plus sévères, le choléra entraîne une très forte déshydratation et peut tuer en quelques heures. Mais les chances de survie sont importantes si le malade est traité rapidement. Et depuis le mois d'avril, une violente épidémie de rougeole frappe le Zimbabwe. Plusieurs centaines de personnes sont mortes. Malgré cela, de nombreux habitants hésitent toujours à se faire vacciner. Une réticence qui s'explique notamment par une diabolisation de la médecine moderne au sein de certaines communautés religieuses. France 24. Elles sont venues faire vacciner leurs enfants contre la rougeole.
Depuis le mois d'avril, le Zimbabwe est confronté à une flambée épidémique. Beaucoup d'enfants sont morts à cause de cette épidémie. Donc c'est très important pour moi de faire vacciner mes enfants. Dans 97% des cas, 2 doses du vaccin suffisent à prévenir une infection de rougeole. Un geste simple qui peut sauver des vies, mais qui reste tabou pour de nombreux Zimbabwéens, notamment au sein des communautés religieuses où perdure une méfiance de la médecine moderne. La religion est un problème majeur. Certaines personnes croient que le vaccin les rendra impurs. Pour changer les mentalités, certaines organisations s'adressent directement aux communautés religieuses et tentent de dédiaboliser le vaccin. Elles conseillent parfois aux femmes de faire vacciner leurs enfants en cachette. On encourage les femmes à se rendre à la clinique secrètement, pendant la nuit par exemple. Parce qu'il y a certaines églises qui interdisent aux enfants de se faire vacciner. L'OMS et l'UNICEF s'inquiètent de l'explosion des cas de rougeole à travers le monde, qui ont augmenté de 80% pendant les 2 premiers mois de l'année. Un signe, selon l'UNICEF, de grosses lacunes dans la couverture vaccinale mondiale. C'est la fin de cette édition. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre attention. Toute l'équipe de la rédaction vous donne rendez-vous dès demain pour des nouvelles actualités. Au revoir et passez une excellente soirée en notre compagnie.